Eh bien, bonjour à tous. Donc, le thème qui m'était proposé de traiter dans cette introduction répond à la question suivante. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de politique chrétienne? Et donc, tout au long de cette conférence, je vais vous montrer, d'un point de vue historique et philosophique, comment répondre à cette question. Tout de suite, en entrée de jeu, quelqu'un me demande, parce que depuis quelques mois je m'agite autour de ce problème, et quelqu'un me demande de quoi as-tu parlé? De politique chrétienne. La personne dit, mais c'est contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire contradictoire? Et je devine en fait qu'elle dit, mais quand on est chrétien, on ne fait pas de politique. La politique, c'est l'organisation plus ou moins corrompue de la cité. La cité, encore, c'est un mot que la personne n'a pas dans son vocabulaire, parce que c'est un mot ancien, antique, avec toute une connotation philosophique très intéressante que je vous développerai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision très dégradée de la politique. Et que cette personne, au fond, sans le savoir, elle est fidéiste. C'est-à-dire qu'elle réserve bien sa foi chrétienne et catholique dans l'ordre de la vie privée. Mais en fait, un chrétien, il est chrétien par tous les fibres de son être, son intelligence, son cœur, son corps. Et la politique chrétienne est une information, si vous voulez, au sens de former, qui met une forme, est une information de la vie de foi dans l'organisation de la cité. Et c'est cela que nous allons voir, et nous allons aussi expliquer pourquoi aujourd'hui c'est une notion si difficile à comprendre. Donc j'ai trouvé intéressant, parce que moi-même j'en ai eu besoin, et je me suis dit qu'on est tous un peu fait pareil, j'ai trouvé intéressant de démarrer par l'emploi des termes politiques. Alors, figurez-vous que le terme politique, je vais quand même en résumer, avez-vous remarqué qu'il est employé comme un adjectif, cet homme-là est un homme politique, et comme un substantif, je fais de la politique. Et même chez Julien Freund, dont je vous parlerai, le politique au masculin. Alors, comme adjectif, la politique, il se définira comme ce qui est relatif à la communauté humaine, organisée. Par exemple, l'exercice du pouvoir. Alors, on parlera de régime politique selon sa répartition, classification magistralement analysée par Platon et Aristote, qui sont mes maîtres. Monarchie, aristocratie, démocratie, puis leurs formes dégradées. Tyrannie, oligarchie, médiocratie. La médiocratie, c'est la forme dégradée de la démocratie. C'est l'opinion qui gouverne et non plus la vertu ou la... Voilà. Et l'opinion, elle est bien souvent jouée des puissants, des médias qui dominent. Et c'est ça aussi qui contribue à donner de manière confuse et diffuse dans notre monde contemporain une vision dégradée de la politique. On parlera des doctrines politiques, avec des noms qui se terminent en isme, par exemple absolutisme. Le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul. On parlera de communisme, de libéralisme, de socialisme, de royalisme, etc., etc., etc. Et des régimes politiques, selon que le gouvernement, selon que la puissance du pouvoir est distribuée dans telle ou telle main. On parlera d'attitude politique. Conservateur, modéré, réactionnaire de droite, réactionnaire de gauche. Moi j'aime bien le mot réaction, justement parce qu'il n'est pas aimé. Parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il faut réagir. Révolutionnaire, opportuniste, progressiste, radical, et voilà, on continue. On parlera d'homme politique, comme d'un homme au service du gouvernement de la cité. L'homme politique, chez Platon, vous allez voir, on va faire un bain de jouvence. On va revenir chez les classiques, ça va être exceptionnel. L'homme politique, chez Platon, est l'homme qui ne désire pas le pouvoir. Le pouvoir lui est confié parce que c'est un sage, mais il n'y met jamais... Vous savez, Platon classifie l'âme humaine en 3 parties, le nous, le thumos et l'épitumia. Le thumos, c'est le cœur, c'est l'ardeur. Le sage ne met pas son ardeur, son désir dans le pouvoir. Il en hérite par sa sagesse et il considère le pouvoir comme un service. À la limite, le pouvoir ne doit jamais être désiré. Ça, c'est la conception classique. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, terminé ça. Alors, l'état dégradé du politique, c'est le politicard. C'est le politicien arriviste, habile, sans scrupules,
définition géniale de Beaumarchais, qui crée des faits en se jouant des événements et des hommes. Très précisément écrit, vous voyez, je fais pas mal de transferts avec la littérature, parce que la littérature, c'est comme l'exemple qui peut servir à la philosophie, et c'est très utile pour comprendre, pour se faire des concepts. Très précisément écrit, pour ceux qui connaissent, dans Bel-Ami de Guy de Maupassant. Bel-Ami, cet homme qui arrive par les femmes, il est beau, il se sert de sa beauté, c'est un scélérat méthodique, il a une stratégie, il conquiert le pouvoir par les femmes, qu'il connaît très bien, dont qu'il sait très bien séduire, va faire de la politique, et vous avez une description magistrale du politicien. Plus proche de nous, je ne vais pas citer son nom, puisque c'est diffusé, on pourrait avoir des ennuis. Ça vous dit rien, le secrétaire d'État au commerce extérieur, condamné en janvier 2016 pour fraude fiscale, 1 an de prison en sursis, 3 ans d'inéligibilité, en poste 9 jours seulement en 2014, voilà, d'août à septembre 2014, il rentre fin août, en septembre il est déjà dégagé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la phobie administrative. Il n'a pas pu déclarer ses impôts, ça fait plusieurs années qu'il ne déclare pas ses impôts. Et ce gars-là, il est secrétaire d'État au commerce extérieur. L'affaire est soulevée par le carnet enchaîné. Et vous voyez, des gens, des politicards, et ce qu'il y a de plus pernicieux dans notre société, et ça, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait divers sur lequel on peut vraiment réfléchir. Il est condamné, vous savez ce qu'il va faire? Donc, tous les journaux s'amusent, le brocardent, oui, parce que dans sa défense, il dit oh non, mais moi, les impôts, je ne peux pas les payer. Mais pourquoi? J'ai une maladie, laquelle? J'ai la phobie administrative. Eh bien, figurez-vous qu'il va déposer la marque. C'est incroyable, il va déposer le terme à l'Institut national de la propriété industrielle. Vous voyez, il se sert de sa malice et il en fait encore un élément pour rebondir. Vous comprenez pourquoi la politique n'a pas bonne presse. Elle est souvent pensée par le commun des mortels comme un pis-aller. Bien nécessaire, mais un pis-aller. Alors, ça, voilà, un petit peu les emplois divers du terme politique, mais on va monter un peu. Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie des sociologues, des philosophes, voilà, qui ont du poids, d'en citer, moi je m'appuierais sur un de mes maîtres, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, il est mort aujourd'hui, mais c'est Julien Freund, dans son livre magistral, L'essence du politique. Magistral. Alors, Julien Freund, derrière Max Weber est un sociologue allemand, hein, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, voilà, Max Weber, parleront du politique comme un substantif. Et l'on comprend dès lors que la politique est une activité dont l'objet est de régler les affaires d'une communauté donnée. Alors c'est une approche, pas encore une définition complète de la politique, mais bien plus encore d'organiser cette communauté et de lui donner une forme. Et là, on commence à rejoindre, on finira par voir la position de saint Thomas. Vous voyez, on commence à voir l'aspect classique. J'ai un bloc d'argile, informe. Je sculpte la Vierge Marie. Ce bloc d'argile, tout d'un coup, ma pensée qui était dans l'artiste, dans mon esprit, voilà, je suis l'artiste au sens où c'est moi qui ai le projet, je sors de ce bloc d'argile informe, cette statue. Eh bien, on va commencer à comprendre qu'une communauté, elle aussi, prend forme. Et pour vous donner un exemple, j'aimerais filer avec vous une métaphore, la métaphore du paquebot échoué. Imaginons un paquebot de 500 personnes, un magnifique paquebot de croisière, et ce paquebot, en plein océan, trouvez-moi l'océan le plus grand que vous voulez, un océan Pacifique, l'océan Indien, a un souci, coule, et 40 personnes sur les 500 en réchappent et atterrissent sur une île déserte. Que vont faire spontanément les 40? Immédiatement, ils vont se regrouper. On va partir chacun à droite, à gauche, cueillir une banane, chasser un singe, essayer de trouver une chèvre qu'on pourrait apprivoiser à la Robinson. Non, non, ils vont tout de suite
même s'ils ne se sont pas parlé pendant le paquebot, même monsieur qui s'est vraiment disputé avec madame juste avant le naufrage se rapproche de son épouse, parce qu'il y a condition de survie là. Voilà. Hein, et donc, une micro-société s'organise sur cette île déserte, et c'est une réaction très naturelle de s'associer, de s'organiser, et non pas de se disperser chacun en solitaire. Pourquoi? Parce que quand on est seul, on est faible. Ça, c'est la vérité de base de la sociabilité. Si on se serre les coudes, on a plus de chances de s'en sortir. Et vous verrez, et c'est ça qui est extraordinaire que dit Freud, aujourd'hui, vous avez remarqué, on est dans des sociétés qui norment, qui mettent des lois au-dessus de la volonté humaine, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'arbitraire. On essaye d'échapper au commandement en mettant une espèce de matrice, de charte, pour que le commandement arbitraire et subjectif soit évité. Je vous expliquerai, ça vient de Rousseau. Eh bien, vous verrez que dans cette communauté, on ne va pas commencer par dire « on se réunit, on en discute ». On va commencer par dire « oh, le frère là, il a été scout, il m'a l'air un peu plus astucieux que les autres ». D'ailleurs, le frère, il n'y a pas besoin de lui dire « il m'a l'air », il va tout de suite dire « moi je vous propose de ci ». Il va y avoir une personnalité un peu plus charismatique, débrouillarde, qui va fédérer la communauté. Émergence d'une personnalité forte qui distribue les tâches. Moi, je suis prof de philo, je vais faire quoi? Rien. Tu vas cueillir. Et ben moi, j'étais carne dans la vie. Dans la vie, j'étais carne, il ne me reste plus d'habits parce que j'ai nagé. Tu seras gardien parce que tu es costaud. Quant à toi, Baptiste, j'ai bien repéré que tu avais le compas dans l'œil. Comment est-ce que tu pourrais nous aider pour bâtir des cabanes? Et chacun va commencer à distribuer des rôles pour que la société s'organise et survive. Donc le premier jour, par exemple, la première finalité d'une société, c'est la survie. La vie bonne, ça vient après. Mais regardez déjà, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, justement, la société est organisée. Elle s'organise au début autour du primum vivere, d'abord vivre, voilà, manger, être en sécurité. Survient une maladie, quelqu'un est malade, quelqu'un va mourir. Le frère Carme se rappelle qu'il est frère Carme, il ne l'a jamais oublié. Vous allez voir, vous voyez, ça pose des questions. Le frère Carme dit, moi j'aimerais bien faire oraison. Ah non, c'est pas possible, hein, il faut cueillir. On n'a pas le temps là. Vous voyez, alors le frère Carme, il est là avec son bien, sa finalité un peu différente, parce qu'elle fait appel à une autre dimension de l'homme. Et c'est ça qu'on va voir, une communauté humaine, si vous voulez, de la même manière, ça c'est très classique, très ancien, de la même manière que l'homme a en lui des parties, une vie végétative, une vie animale et une vie intellectuelle, voire spirituelle. De la même manière, la société, elle aussi, aura des finalités qui vont se faire jour. Voilà. Et donc, quelqu'un meurt, imaginez que le chef, le génial, le charismatique, enfin le génial, ça soit un maoïste pur et dur, trotskiste, athée, matérialiste. Et bien, quand il voit quelqu'un mourir, il dit, ben, mon pauvre, on n'a pas de quinine, on va te chanter l'international, et puis adieu. Alors que le frère Carme qui a réchappé, va dire, il faut que je le administre, il faut que je le confesse, il faut que je... Et déjà là, on a une possibilité de tension entre le commandement et l'obéissance. C'est ce qu'on va y aller doucement. Vous voyez, ma métaphore du paquebot, c'est pour vous expliquer que la société est vraiment un fait de nature. C'est une métaphore, et après je vais en venir aux philosophes qui vont vous le justifier de manière plus philosophique, justement. Alors ensuite, ce qui est dernier, voilà, le problème essentiel de la politique, c'est lequel? Eh bien, le problème essentiel de la politique, c'est qu'il s'agit de commander à des hommes libres qui ne sont ni des esclaves ni des animaux. Le problème de la politique, c'est que c'est une communauté où les deux parties doivent collaborer. Celui qui commande et ceux qui obéissent. Le chef charismatique qui dit « toi tu seras cueilleur, toi tu seras bâtisseur, toi tu seras gardien, toi tu n'es pas bien costaud, ben alors est-ce que tu pourrais faire la cuisine ?» Celui qui distribue les tâches, il est lui aussi, d'une certaine manière, obligé d'adhérer,
pour légitimer son commandement au bien commun attendu de ceux qui lui remettent momentanément ou durablement leur liberté. Ok, moi j'étais prof de philo, j'ai qu'une envie de cueillir, ras-le-bol, je voulais encore, j'ai pas pu sauver dans le naufrage mon essence du politique, mais je vais jouer le jeu, je vais adhérer, et je deviens chasseur, et je deviens cueilleur, et je me fatigue, et je n'ai plus de vie intellectuelle parce que la société, parce que les circonstances ne le permettent pas, et je l'accepte librement, parce que je comprends. Oui. Mais je l'accepte librement, et c'est ça le problème du politique. Parce que je l'achète, parce que je l'accepte librement, la cohésion est possible. Alors ce qui est très intéressant, c'est de continuer et de voir donc morale et politique. Qu'importe, mais pourquoi la morale a un rapport avec la politique? Ben, je l'ai un peu dit. Qu'est-ce que la morale? La morale, c'est la science de l'agir à la lumière de la raison. Et la lumière de la raison, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi tu agis? Ultimement, pourquoi tu agis? Elle me demande, elle me renvoie à me poser une question sur la fin, la finalité de mon agir, et c'est en fonction de cette finalité qu'elle peut me dire, comme toute science pratique, quelles sont les règles, les lois à observer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la politique est plus qu'une simple action empiriste. Elle a une essence qui peut être saisie par la raison et donne lieu à un savoir, à une science. Notre chef échoué, il fédère, il distribue, il organise, il met donc un certain ordre dans cette collectivité désemparée. Et comme toutes les sciences pratiques, eh bien, il est obligé d'avoir un modèle, même s'il n'a pas fait 3 ans de philosophie de théologie morale, il a forcément un modèle, quelque chose, on va dire pour le moment c'est assez imprécis, qui lui permet d'organiser sa collectivité désemparée. Et ici, je vous renvoie à l'excellente conférence que vous trouvez sur Internet, qui n'est pas toute jeune, qui est de 1927, qui est du chanoine Lallemand. Lallemand, L-A-2-L-E-M-E-N-T, qui traite de la doctrine politique de saint Thomas d'Aquin. Et que dit-il? Eh bien là, il faut que je m'appuie sur lui. Il nous éclaire donc sur saint Thomas. Les sociétés politiques, en effet, ne sont pas le produit spontané de quelques physiques, mais des œuvres humaines. Où par conséquent, la raison n'a pas à constater seulement un ordre, comme une science spéculative. Si je fais de la science naturelle, je constate l'ordre que je n'ai pas mis dans la nature, mais à le mettre. Et d'autre part, si l'organisation de la cité a certains aspects d'une œuvre d'art ou d'industrie, plus profondément il s'agit ici de conduite humaine. La cité est œuvre de vertu, et regardez, c'est là la phrase importante, la vie civique, la vie sociale, est à réaliser non seulement par les hommes, mais dans les hommes. Et pour réaliser un comportement ordonné, si nous étions des fourmis, nous aurions juste besoin de notre programme instinctif pour être la parfaite fourmi. Mais comme nous n'avons pas cet instinct qui nous dicte, nous sommes très ouverts, il faut que nous-mêmes, qui faisons partie de une communauté, nous nous approprions et nous acceptions les conduites destinées à assurer la cohésion sociale. Et le fait de s'approprier, de se renoncer d'une certaine manière, puisque dès que je dois, vous voyez, j'ai pris le philosophe qui devient cueilleur, mais en fait dans la vie sociale, vous voyez bien aussi que nous avons des contraintes. Eh bien le fait de s'approprier de manière personnelle ces contraintes en voyant le but, c'est ça, faire œuvre de vertu. Puisque la vertu est une disposition stable à agir selon nos biens, en raison de la fin. Voilà. Donc, je vous renvoie un peu plus de détails à cette admirable conférence qui est très très précise. Donc, vous l'avez bien compris,
la vie civique est à réaliser non seulement par le chef, non seulement par ce chef charismatique qui a pris le commandement de cette petite société, communauté désemparée, de ces rescapés. Mais cette collaboration, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc, ce qui renvoie à une autre question, qu'est-ce qui fait que moi, je vais accepter jour après jour pour survivre, d'aller cueillir, d'aller garder, d'aller faire de la cuisine pour la communauté? C'est pas vraiment mes goûts privés, mais voilà, je suis dans une sphère publique et je dois... eh bien, c'est le bien commun attendu. Le chef est légitime dans la mesure où, dans cette société-là, il m'apporte la sécurité dont j'ai besoin. Mais vous allez voir que très rapidement, imaginons que notre petite communauté de survie, le bateau qui va venir chercher les Robinson tarde à venir. Tarde. Et alors, du coup, si vous voulez, le professeur de philosophie, de plus en plus, l'artiste, le musicien, le flûtiste, sa flûte est malheureusement partie au fond de l'océan. En fait, c'était sa vie, il était concertiste de métier. Des aspirations autres que le primum vivere vont se faire jour. Alors nous, ces aspirations, pourquoi vont-elles se faire jour? Parce qu'elles correspondent tout simplement à la nature humaine qui n'est pas destinée uniquement à survivre, mais qui est destinée à s'épanouir dans une réalisation plus haute. Pourquoi? Parce qu'elle est faite comme ça. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est faite comme ça? Parce que je l'observe. Parce que, et ça c'est des choses géniales que nous verrons dans quelques instants, sur le développement de la cité, du village de la famille à la tribu, de la tribu à la cité. Mais n'avançons pas trop vite. Donc, ma raison pratique, c'est-à-dire cette raison qui me permet de voir, d'ordonner mon agir, de comprendre la nécessité de mon agir, parce que j'en comprends la finalité, eh bien, ma raison pratique est à l'origine de mon attitude, est aussi au fondement de non seulement de mon agir personnel et individuel, mais de mon agir politique, de mon agir en cité. Donc, vous l'avez compris, la politique, nous dit saint Thomas, elle est à la fois art et science. Art, au sens où je parlais tout à l'heure de l'artiste qui fabrique une statue. Le législateur, donc elle est art du côté du législateur, que le législateur soit une personne, plusieurs personnes, une petite société. Voilà. Le législateur a pour tâche d'informer, de mettre une forme dans une communauté, et cette forme qu'il veut mettre dans cette communauté se fonde sur l'idée qu'il se fait du bien commun. Et l'idée qu'il se fait du bien commun se fonde ultimement sur l'idée qu'il se fait de la nature humaine. On n'échappe pas à la philosophie. Tous ceux qui ont fait de la philosophie ont choisi la bonne voie. Elle est science aussi. Eh bien, le bien commun qui doit permettre aux citoyens d'atteindre une certaine vie bonne, la science morale, en tant qu'elle réfléchit sur la fin de l'homme, est liée à la politique. Ce qui est intéressant, c'est que saint Thomas, qui est commenté par le chanoine l'allemand, saint Thomas est tellement proche de la réalité qu'il dit qu'il y a des domaines où la science politique, que la science politique ne trouve pas dans la morale. Il y a des domaines où le politique ne peut pas déduire des conduites à partir de règles universelles. Eh bien, ça sera, si vous voulez, il a comme un éclairage, mais ultimement, quand il est là, les mains dans la glaise, dans le concret, voilà, on est le 13 juillet, ma montre marche encore après ce naufrage, on est le 13 juillet 2018, concrètement, qu'est-ce que je fais? À qui je distribue les tâches? Comment j'organise? Comment je tiens compte des circonstances très particulières? Bien sûr que ce philosophe-là qui ne veut pas aller cueillir, j'aurais besoin qu'il cueille. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de composer? Là, la morale ne me sert plus à rien, vous voyez, composer. Et saint Thomas, je vous le dis un petit peu grossièrement, mais si vous revenez au chanoine l'allemand,
vous verrez tout avec une précision expliquée, c'est un petit bijou. Moi j'avance parce que... Donc, la politique a besoin, l'art de la politique a besoin de s'enrichir de multiples observations, car comme la vie morale, elle se mène au milieu de multiples contingents, et donc ces règles ne peuvent se déduire de la seule essence abstraite de l'homme, car l'essence, par définition, fait abstraction des contingences. La science politique ne peut uniquement être une science déductive, mais une science de l'œuvre concrète qui tient compte des conditions climatiques, du tempérament des peuples, dans un lieu donné, de ces conditions d'existence. Et à partir de ces observations, la science politique doit construire des règles générales qui conviennent à telle ou telle espèce de société, à condition, c'est du chanoine allemand qui explique saint Thomas, à condition que l'on possède une idée juste du but à atteindre, c'est-à-dire le bien commun, cette idée juste elle-même supposant une idée juste du bien simplement humain. Autrement dit, il appartient à la science politique d'établir dans la cité une vie humainement bonne et aussi de fixer ce qu'est une vie qui mérite d'être dite humaine et bonne. Voilà, on n'échappe pas à la réflexion. Et même dans ces cités primitives, et c'est ça, c'est extraordinaire, je vous parlais de Fustel de Coulanges tout à l'heure, je ne vais pas aller trop vite, mais c'était aussi une grande découverte pour moi quand j'ai fait mes études. Fustel de Coulanges est un historien, je parlerai un petit peu tout à l'heure, est un historien qui montre que ces peuples très primitifs, dont l'élaboration conceptuelle n'est pas encore possible parce qu'ils sont trop jeunes, eh bien savez-vous comment ils trouvent ce concept de vie bonne, d'humaine et bonne, autour de la religion des ancêtres? Ah, ça c'est étonnant, je vais y revenir, mais vous voyez, même ces anciens qui savent ni lire, qui ne sont pas ni dans la tradition écrite, voilà, ils vont rejoindre ce que je vous dis sans l'analyser comme ça évidemment, parce que leur idéal, leur bien commun, leur idée de la nature humaine juste et bonne, c'est l'idée qu'on n'est pas un être solitaire, mais on est fils. Fils de qui? Fils de mes parents. Et mes parents, quand ils meurent, ils ont une autre vie que je comprends mal, mais avez-vous remarqué, mes parents, l'enfant qui meurt trop tôt, le chasseur qui meurt à la chasse, je ne le jette pas comme James Bond dans le Quantum of Solace, il jette son meilleur ami dans une poubelle. Alors, l'héroïne, la Jane Bond girl, lui dit « Oh, c'est comme ça que vous traitez vos amis ?» Et il répond « Mais est-ce que c'est un homme moderne ?» Et il répond « Vous savez, là où il en est, là où il est, il s'en fout. » Alors que l'ancien, c'est ce que dit Lescoudon, va greffer toute son organisation sociale autour du culte des morts. Et donc, il enterre ses morts chez lui ou dans un endroit pas loin de chez lui pour pouvoir l'honorer. Comme il est encore un peu primitif, il sait que son son ancêtre survit, son père, sa mère, son frère, son chasseur, etc. Survit, et il l'alimente en lui donnant de l'huile ou des mets, etc. Pensant que nous-mêmes, nous avons besoin de nous nourrir, eh bien le mort, il a besoin aussi de se nourrir, certes de notre souvenir, mais aussi concrètement d'offrandes qu'on lui fait. Et à partir du moment où j'ai creusé la tombe de mes ancêtres, la propriété privée est née. Est-ce que vous croyez que je vais refiler ma tombe à quelqu'un d'autre? Ils sont mes ancêtres, c'est toutes mes racines, toute mon origine. Et Fustel de Coulanges montre très bien comment la propriété privée, c'est éminemment quelque chose, une institution politique, part de cette réflexion religieuse qui tient lieu qui est déjà un embryon dans la philosophie politique. Donc, vous avez compris, de temps en temps je fais des digressions, mais je serai la monte. On a vu. Il est étrange de parler d'une politique chrétienne tant la vision de la politique aujourd'hui est dégradée. Mais cette formulation est une formulation fidéiste. Je cantonne la foi dans un domaine privé et qui n'est pas catholique. Nous avons vu donc les emplois divers du terme politique
Et nous avons vu que le problème essentiel de la politique, c'est vraiment d'organiser une société où les êtres, où les êtres rassemblés, dans lequel je vais mettre une forme, voilà, sont des êtres libres, et donc qui peuvent se révolter. Et donc, ce serait très simple si j'avais une société mécanique, et si on était comme des fourmis, et si on était programmé, toi tu seras soldat, toi tu seras reproducteur, toi tu seras gardien, toi tu seras ventilateur, là les abeilles qui ventilent la ruche. Et non, le problème du politique est fondé sur le commandement et l'obéissance. C'est un des présupposés essentiels. C'est le présupposé le plus important. Il y en a deux autres, je vous les énumère par intérêt, dans Julia Freund. Qu'est-ce que c'est qu'un présupposé du politique? C'est une réalité. C'est une réalité, attendez que je retrouve, hein. C'est une réalité qui reste identique à elle-même, malgré les variations de la puissance et des régimes, et le changement des frontières sur la surface de la Terre. Dans toute société, vous trouverez un présupposé fondamental, le rapport de commandement et obéissance entre le pouvoir et les sujets, je veux dire, et les citoyens, voilà. Vous trouverez aussi un autre, que vous trouverez dans toutes les sociétés, un autre rapport entre privé et public, et un dernier entre amis et ennemis. Donc pour Freud, là je vais vous raconter une anecdote, parce que pour Freud, qui était plutôt de l'école, il était un peu communiste, un peu marxiste, et vous savez tous que le marxisme est une religion terrestre. C'est-à-dire que le marxisme a pour but d'apporter le bonheur sur la terre, mais à la fin de l'histoire, en attendant, on vous fait tous crever pour que vous soyez formatés dans le bon sens, on vous enlève votre jeu qui n'est qu'une fiction grammaticale et qui est un reste de la civilisation bourgeoise, voilà, impérialiste et dominatrice, et vous allez, en vous pliant aux règles de l'État, vous allez, c'est vrai que ça va vous coûter quand même pas mal de morts, mais à la fin et au terme ultime de l'État, il n'y aura plus d'État, il n'y aura qu'une grande fraternité, une grande communion, qui vous mettra tout en commun. Bien, Freud était communiste. Il a fait partie, c'est un homme, il est mort en 90 et il est né au début du siècle. Donc il a été dans les maquis, et il avait comme chef un communiste d'un courage exemplaire qu'il admirait extrêmement. Et il a vu quelque chose qui va le marquer définitivement, et qui va le faire changer, et qui va lui faire lire Aristote et Thomas d'Aquin. Voilà ce qu'il voit. C'est que son chef communiste avait donc un maquis, et dans ce maquis, il y avait hommes et femmes qui luttaient contre les Allemands. Le chef tombe amoureux d'une femme. On va me dire que rien n'est plus normal. Sauf que la femme résiste à ses avances. Et le chef, cet homme exemplaire d'un courage extraordinaire, va faire une machinerie, une forgerie abominable. Il va accuser la femme qu'il aime, par dépit, il va l'accuser d'être une collabo. Il va donc truquer le procès. Tous les partisans, comme c'est un chef très charismatique et dont on a un peu peur, tout le monde joue le jeu. Freud n'est pas dupe, il sait que cette femme est innocente. Et il va la faire fusiller, après lui avoir fait passer sur le corps tous les partisans. Freud, qui est jeune, désapprouve évidemment de l'intérieur absolument ce procès inique, et non seulement ça ne va pas profondément l'écœurer, mais ça va lui dire, mais au fond il y a quelque chose d'éternel en l'homme, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose de raté, il y a quelque chose, et je ne crois pas qu'un jour l'homme puisse être perfectible par ses seules forces, et il deviendra réaliste et écrira ce magnifique ouvrage qui est l'essence du politique. Mais c'était pas gagné, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je trouve admirable des gens qui rebondissent sur leurs expériences et sont capables de les assimiler et de retrouver la vérité. Ensuite, ok, c'est clair, vous suivez tout bien? Vous suivez tout bien. Nous abordons au passage, qui va me rendre le plus joyeuse, la perspective classique de la famille à la cité. Ah, vous allez voir comment on va être bien pendant quelques minutes. Alors, l'origine du politique, c'est très simple. Aristote l'a déjà vu, c'est
l'origine du politique, c'est l'incomplétude de l'homme. Mais avant ça, je voudrais vous parler du miracle grec. On parle souvent de miracle grec en contemplant les vestiges de cette civilisation qui nous a vraiment laissé des chefs-d'œuvre architecturaux, littéraires, philosophiques, voilà, tout à fait admirables. Et bien, savez-vous quel est le grand miracle? Comment est-ce que Périclès a l'idée de faire édifier le Parthénon, un des plus beaux temples au sommet, là, architecturellement, pour le construire, puisqu'il est vraiment sur un éperon rocheux, il domine toute la cité. Et il est dédié à qui? Pas dédié à la force du soleil, à la force du vent, patati patatoche, il est dédié à Athéna, la déesse de la sagesse. Enfin, vous voyez, ces gens-là ne connaissent pas le Christ, mais l'esprit, oui, ils ont tout à fait compris, ils ont parfaitement assimilé que s'il y a quelque chose de, non pas de meilleur, parce que tout est excellent dans le corps humain, mais quelque chose à privilégier, qui fait que l'homme est homme, c'est son esprit. Et donc Athéna, déesse de la sagesse, elle mérite ce temple aux innombrables colonnes qui a dû coûter la vie de, sans doute, beaucoup d'esclaves, hélas, mais enfin. Donc, je vais vous lire cette phrase de Socrate. Voilà où il est le miracle de Socrate, de la grecque. Il est dans la phrase de Socrate. Donc, Socrate pousse un cri de joie, mais il faut entendre des cris de joie comme cris d'ivresse. C'est dans le Phédon en 97b, et suivant. Un jour, j'entendis la lecture d'un livre d'Anaxagore, un présocratique, où se trouvait exprimée l'idée que l'intelligence met tout en ordre et est la cause universelle. Cette causalité-là me remplit de joie. L'esprit grec est fondamentalement optimiste. Ça veut dire quoi fondamentalement? Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de votre mythologie, hein, c'est la mythologie grecque. Au début, tout est chaos. Et puis vous avez un espèce de dieu épouvantable qui est Chronos avec un K. Qu'est-ce qu'il fait Chronos? Il mange tous ses enfants. Ses enfants, à peine nés, il les dévore. Et si vous voulez, la création ne peut pas partir, rien ne peut, le chaos reste là puisqu'il dévore tout. Et pourquoi dévore-t-il tout? Ben parce qu'il a déjà l'hubris qu'on trouvera chez les hommes, ils veulent le pouvoir, ils veulent le garder. Et alors, vous savez ce que fait sa femme? C'est trop drôle. Les femmes sont vraiment, elles sauvent l'humanité, mesdames, je vous assure. Et bien, vous savez ce que fait sa femme? Elle est hyper maline. Alors, parce qu'il est un peu bourrin, Chronos, hein, dès que elle est enceinte tout le temps, et dès qu'elle accouche, il mange l'enfant. Et alors, sa femme est très très maline. J'ai oublié son prénom, mais je vous le retrouverai, parce qu'il faut lui laisser quand même la postérité. Elle lui dit, mais dis donc, t'as accouché là? Et où il est l'enfant que je le dévore? Et bien elle lui dit, ben le voilà, oh tiens c'est marrant, celui-là tu ne me le présentes pas tout nu. Et en fait elle le présente dans un linge dans lequel il y a une pierre. Comme il est idiot, il avale tout, il dit tiens celui-là est un peu plus dur que les autres. Et pendant ce temps-là, quel est l'enfant qui vient de naître et qu'elle vient de procéder? C'est Zeus. Et Zeus c'est l'avènement. Vous voyez, les Grecs expliquaient comme ça, Zeus c'est celui qui va mettre de l'ordre. Et vous savez ce qu'il commence par faire, Zeus? Les Grecs, ils vont pas... c'est réaliste les Grecs. Et bien quand il est adulte, alors... il y a des tas de choses très amusantes dans la mythologie pour empêcher qu'on entende les cris. Il est élevé dans un village et on cache dans la grotte et on fait du bruit quand par hasard Chronos se promène dans ce coin de ce chaos. Et quand il est grand, Zeus vient voir son père, il le châtre, il l'émascule pour qu'il ne puisse plus produire des choses horribles. Et il prend le pouvoir, alors il jette son frère dans le Tartare, là, son père, pardon, et si vous voulez, il tue le mauvais père, le père du chaos. Et lui prend maintenant le pouvoir. Et ensuite, eh bien, la civilisation commençait. C'est très très beau, c'est très profond. Eh bien, Socrate, il réalise... Oui, mais c'est très beau, c'est vrai. Mais au moins, vous voyez, c'est réaliste, on l'oublie plus, ça. C'est charnel, c'est sanguin, c'est bon, j'aime bien ça. C'est pas éthéré, ça. C'est ça, la vie. Et vous verrez justement que plus on va aller dans la modernité, et plus ça va être abstrait. Alors, Socrate, son cri de joie, l'univers est intelligible. Mais alors, vous voyez pourquoi c'est un cri de joie? Moi, j'ai un esprit, dit Socrate, et l'intelligence a un esprit. Est-ce que par hasard, mais oui, certainement c'est possible, mon je peut rejoindre un tu? Évidemment, nous, on jubile, parce que c'est toute notre catholicité, c'est toute notre mystique. Nous n'avons d'autre but que de rejoindre cette présence personnelle. Mais Socrate, il le sent déjà, ça. Alors évidemment, il n'a pas la chance d'avoir été évangélisé par les frères Carmes, on est d'accord. Vous voyez, l'esprit grec est fondamentalement optimiste. Dans la mythologie, le règne de Zeus s'affirme. Et regardez,
Socrate, il est né en Grèce avec une certaine mythologie. Je ne sais pas si vous connaissez la mythologie améro-indienne, qui est fondamentalement tragique. Vous connaissez le culte de Huitzilopochtli? C'est le culte du dieu soleil. Le soleil, toutes les 50 ans, les Améro-indiens ont une conception tragique de l'univers. Le soleil produit, je suis un peu grossière, mais ça fait comprendre, au fond de chacun d'entre vous, vous avez une parcelle de soleil. Le soleil, c'est donc cette lumière, c'est donc affaibli pour vous créer. Et le culte de Huitzilopochtli, c'est justement ce culte où je vais faire des sacrifices humains avec tout un rituel extraordinaire et voire démoniaque. Hein. Mais bon, je vais faire des sacrifices humains, je vais monter des prisonniers choisis sur le volet parce que j'offre pas au soleil des mochetés, j'offre pas des vieillards ou des kakushim ou des handicapés, des estropiés, je lui offre de très belles, des hommes très beaux. Je tends ces hommes sur une pierre arc-boutée au sommet d'un temple, et là je leur perce le cœur jaillit, puis je fais rouler le pauvre corps en bas du temple, dans un charnier. Tout ça est très précis, merveilleusement décrit par le film de Mel Gibson. On va revenir. Apocalypse. Très profond. Et donc, pourquoi? Eh bien parce que c'est une conception tragique. Dieu, en me créant, s'est perdu. Dieu, en me créant, s'est dégradé. Dieu, en me créant... Et donc, vite, si je ne lui rends pas sa substance qui est contenue dans le cœur de l'homme, de façon soleil, si vous voulez, il va se précipiter sur la terre, il va périr, et la vie humaine ne sera plus possible. Vous voyez? Heureusement qu'on a eu les Grecs au lieu des Améro-indiens, je vous le dis. C'est vrai, parce que notre civilisation en aurait été changée. Alors, l'esprit grec est fondamentalement optimiste. Il y a un tu, enfin tu, ils disent pas encore trop tu, mais enfin il y a quelque chose que je peux rejoindre, mais c'est pas facile. Pas facile quand même de le rejoindre, hein. Tout le monde n'y est pas appelé. Vous voyez la supériorité de notre mystique, on est tous appelés. Enfin, chez les Grecs, tout le monde n'y est pas appelé, ça coûte. Hein. Alors il faut voir la galère du prisonnier dans sa caverne chez Platon. Hein. C'est pas marrant, hein, il remonte, pop, 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 il est éclairé par l'opinion, il est enchaîné au fond de sa caverne, il fait que se tromper, et puis ensuite il monte, oh, ça y est, il contemple le principe qui va permettre d'organiser la société de manière juste, puisqu'il contemple l'idée de justice. Il est enfin dans la vérité quand il redescend. Tout le monde lui dit, qu'est-ce que tu fous? Non, on veut pas, la sagesse est sans force, personne ne l'écoute. Vous savez que c'est le gros échec de Platon. Il a tenté, il a pensé, Platon, parce que c'est un génie, hein, génie, mais il a pensé qu'il pourrait, si j'avais quelqu'un comme ça, pourquoi est-ce que je n'essayerais pas? Il est invité par Denis II de Syracuse, qui est un tyran, c'est-à-dire la forme dégradée de la monarchie. Mais Denis, il a beau être tyran, il aime les lettres, il a entendu parler de Platon, il l'invite, il dit, viens à ma cour, est-ce que toi tu pourras m'expliquer ce qu'est la science politique? Et Platon, il fout de joie, il dit, mais je vais y aller. Et de ce tyran, je vais essayer de faire un philosophe, en lui faisant passer la dialectique et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Denis? Denis, quand il a vu que c'était si raide, si dur, il a dit à Platon, tu me casses les pieds. Et ça a très mal fini pour Platon, puisqu'il a été obligé de s'enfuir de nuit et qu'il a failli laisser sa peau. Et donc, Platon, il va réessayer une seconde fois chez le fils de celui-là, et ça va aussi pas marcher. Et qu'est-ce qu'il va en déduire? Que la sagesse est sans force. Sans force, c'est-à-dire que par elle seule, elle n'est pas un pouvoir, et qu'il faut absolument, et c'est la deuxième, c'est ce que dit Freud, qu'un pouvoir aussi sage soit-il, s'il n'a pas la possibilité de contraindre et de force, ne peut exister. Grande sagesse, comme très bien vu Aristote. Alors, ça c'est mon introduction. L'origine du politique, c'est l'incomplétude de l'homme. Pour Platon et Aristote, la sociabilité de l'homme est un fait de nature. La nécessité, alors, regardez, c'est un fait de nature qui vient très loin. La nécessité d'être deux fondée, la nécessité d'être deux pour donner l'existence et pour avoir existé. Vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il trouve dans le couple humain même, qui est obligé de s'unir pour perpétrer l'espèce, la conservation, il trouve la raison même de la société. Donc là, il vaut mieux que je lise, parce que c'est 10 fois mieux fait par Aristote que moi.
Donc, c'est tiré de la politique, livre 1, chapitre 2. La première union nécessaire, jeunesse de la société selon la nature. La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre. C'est à prendre au sens très fort, incapable. C'est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation, et cette union n'a rien d'arbitraire. Mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s'agit chez l'homme d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi. Donc Aristote perçoit déjà que la force vraiment, voilà, la force, qu'on ne sait pas, le désir le plus essentiel de l'homme, c'est de se diffuser, de se reproduire. Il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi. C'est encore l'union de celui dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandée. Voilà. Qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir. Voilà. Excusez-moi. La nature, je reprends. C'est encore l'union de celui dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandée, en vue de leur conservation commune. C'est mes rescapés du paquebot, c'est ça. En effet, pour ce dernier cas, l'être qui par son intelligence a la faculté de prévoir est par nature un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par sa nature même un subordonné. C'est un petit peu sec comme style, mais c'est exactement ce que je vous ai dit dans ma métaphore du paquebot. Aristote dit la société, c'est un fait de nature qui se greffe, un, sur la nécessité d'être deux pour se poursuivre, et deux, sur le fait qu'il y a de manière distribuée, de manière assez mystérieuse, enfin pour Aristote, de manière, si vous voulez, que les hommes n'ont pas la liberté, ne se sont pas donnés, il y a parmi les êtres humains certains qui sont capables de commander et qui vont émerger. Et alors la première manière de commander, c'est d'être père. Le père qui engendre des enfants, tout naturellement a intérêt à faire l'ordre chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il doit être macho, mais vous voyez. Et voilà pourquoi les anciens, alors ça aussi c'est une digression très intéressante, pourquoi les anciens attribuent à la paternité une dimension quasi divine, c'est le rôle du père. Même si le père est indigne, il reste que son autorité n'est jamais contestée, même si dans les faits concrets. Et vous savez que cette paternité, pourquoi est-ce que dans les populations anciennes, on trouve ça aussi en Chine, dans ces populations qui n'ont pas la même histoire moderne, la même histoire philosophique que nous, un rôle très très important de l'homme masculin. Eh bien, j'ai lu Fustel de Coulanges, alors certainement par sa force physique, par son prestige, voilà, le fait, certainement, il y a des conditions, je pense, phénoménologiques, empiriques, ben voilà, quand la femme porte ses enfants, elle est beaucoup plus fragile, il faut une approche légère, etc. Certainement, il doit y avoir ça, mais il y a plus, il y a une conception biologique aussi, que Fustel de Coulanges explique. En fait, nos anciens n'avaient aucune idée de l'embryologie, aucune idée. Pour eux, c'était l'homme qui portait dans sa semence, qui portait tout l'être humain. De la même manière que le grain de blé porte tout le grain de blé et que la terre n'est que le substrat qui permet au grain de blé de pousser. La terre est indispensable au grain de blé, on est bien d'accord. Mais elle n'est pas agissante. Elle n'est pas cause première. Elle est cause aidante, si vous voulez. Eh bien, les anciens pensaient que, justement, le sein de la femme n'était qu'une terre, et que c'était l'homme qui portait intégralement toute la descendance dans sa semence. Et donc, voilà pourquoi une femme n'est jamais traitée à l'égal d'un homme dans les cités très antiques, parce qu'elle est destinée à quitter le foyer,
elle est destinée à se marier. Voilà pourquoi il y a quelque chose, alors elle peut être aimée, révérée, c'est une mère, mais elle a de toute façon un statut inférieur. C'est rageant, hein. Je ne peux rien. Heureusement qu'on se rachète par la ruse, mais là, pas. On fait croire à messieurs qu'on leur obéit, mais en fait, qu'est-ce qui dirige? Bon. Heureusement qu'il y a votre époux dans l'assistance, ouais. Madeleine. Mais c'est des messages, pas du tout subliminaux. Non, mais mon époux me connaît bien. Alors, vous avez donc compris, l'origine du politique, c'est que l'homme, les anciens théorisent ce qu'ils voient, ce qui est un fait incontournable, la solitude pour l'homme est le pire des maux. Le pire des maux. L'homme est incomplet par essence, pour sa survie, pour son existence, pour son organisation. Et dans ces premières sociétés, il y a toujours, comme, nous dirions la Providence, mais comme les dieux des Grecs sont très religieux, il y a toujours une personnalité qui se détache et qui prend le pouvoir. Parce que cette personnalité est capable d'assurer le bien commun, qui le premier bien commun, c'est la survie et la prospérité. Ensuite, Aristote ne s'en tient pas là, il dit, mais comme le grain de blé contient en lui, comme un code génétique, comme un principe organisateur, le grain de blé contient en lui tout l'épi. Eh bien, ces premières sociétés, c'est très extraordinaire, sont des grains de blé et elles contiennent ces premières, en elles la cité future. C'est-à-dire que fatalement, et alors là ce qui est tout à fait intéressant, et je vous renvoie à ça, c'est que Fustel de Coulanges, qui a fait des études très sérieuses, qui est un historien du 19e siècle, je crois que c'est sur le 20e siècle, qui était quand même directeur de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, patati patatoche, il parlait le grec comme moi je parle le français, enfin vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de vraiment un scientifique, qui est agnostique d'ailleurs, hein, vous voyez ce que je veux dire, il ne cherche pas, mais il est honnête. Et il conforte absolument la philosophie politique, les premiers chapitres de la philosophie politique d'Aristote.